Leon, les John Carpenter, sublimés par des musiques devenues aujourd'hui cultes. Le gaming, qui avait son propre langage musical et qui en est venu à développer aujourd'hui pour certains ses propres studios de musique. Enfin, la publicité qui, à l'aube des années 90, s'est permise de commencer à flirter avec le clip et des bandes-sons emblématiques. Vous l'aurez compris, l'image est devenue aujourd'hui une nouvelle manière d'écouter et de découvrir la musique. Un jeune rappeur écrivait en 2010 « Aujourd'hui, la musique se regarde plus qu'elle ne s'écoute ». Alors, nous nous sommes penchés justement sur un après. Un monde bouleversé par toutes les mutations technologiques, tant au niveau de l'image que du son, où l'auditeur et le spectateur deviennent de plus en plus des acteurs, des créateurs, voire des distributeurs de contenu. Et donc nous voulions essayer de tracer quelques perspectives autour de cette thématique qui est une nouvelle ère pour la musique à l'image. Alors oui, je sais, il y a un petit côté ronflant, un peu mégalo derrière ce titre. Qui sommes-nous pour imaginer ce genre de futur? Eh bien, sans prétention, je souhaitais que nous puissions réunir ici quelques personnes autour de... Alors j'avais écrit autour de la table, c'est raté, on n'a pas de table. Message à la production. Autour du tapis, pour qu'ils partagent leurs expériences respectives et vous les présenter de ce pas. Clément Souchier, qui est le fondateur de Criminal et du logiciel Bridge Audio. Jean-Christophe Bourgeois, ici présent, qui est directeur général de Sony Music Publishing France. Alkis Argyriadis, Head of Music chez Ubisoft. Michael Turbo, Technology Promotion Manager de Sony CSL. Et enfin, Jérémy Bénichou, qui est artiste de WinFactory. Alors, artiste de WinTherapy. Derrière cette notion d'avenir, il est intéressant de commencer par entrer dans le débat, par l'éternelle opposition de l'homme et de la machine. Une opposition qui ne date pas d'hier, car déjà évoquée à plusieurs reprises, entre autres lors de la période du début de l'industrialisation, mais qui est relancée plus récemment avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. L'humain sera-t-il remplacé par la machine sur certaines fonctions? Ou alors, au final, est-ce que ces évolutions technologiques apporteront des nouvelles fonctionnalités au profit de l'homme pour qu'il puisse créer des offres nouvelles, peut-être plus vite? Enfin, y a-t-il une vision fantasmagorique de la machine? On le voit bien donc avec l'intelligence artificielle et l'impact sur la création, où on s'interroge sur la limite entre le compositeur et l'artiste. Il nous semblait donc évident de démarrer ces échanges par le témoignage d'un éditeur, d'un artiste et enfin d'un laboratoire autour de l'intelligence artificielle et comment vous avez été amené à l'utiliser pour la création des œuvres. Je vais donc donner la parole en premier à Jean-Christophe. Merci Christophe. Cette utilisation, on en est qu'au début. On est encore un petit peu dans le fantasme, mais il y a deux chemins qui se dessinent avec ces nouveaux outils dont l'intelligence artificielle est souvent le principal moteur. C'est d'abord une intelligence artificielle dite créative qui va permettre la réalisation d'une production qui ressemble à une œuvre et qui clairement va poser le problème de la substitution. Et puis il y a une intelligence artificielle qui va servir d'outil aux créateurs. Donc c'est deux chemins assez différents. Le premier, il est intellectuellement assez excitant. Légalement, il pose beaucoup de questions. Et puis, il est, en termes de business, clairement une menace aussi pour nous, parce qu'il a la capacité d'être très disruptif. On peut penser à deux exemples précis. Nous, on a la chance d'être propriétaires de deux grands librairies musicales, qui sont Stream et KPM. Donc, quel impact peut avoir une intelligence artificielle capable de générer de l'audio dans un style particulier, avec des contraintes particulières, dans un monde où il y a un besoin de musique à l'image qui est énorme, avec des niveaux d'exigence qui sont variables, ça peut avoir un impact très important sur le business. Autre question qu'on peut se poser, une des problématiques des GSP aujourd'hui, des plateformes type Spotify, c'est leur rentabilité. C'est des compagnies qui aujourd'hui ont en effet des chefs qui sont très importants et qui ont encore des gros problèmes de profitabilité. Donc leur objectif, c'est d'améliorer leur rentabilité, et pour ça, ça passe sans doute par payer moins de royautés. Bon, on peut se dire que, est-ce qu'une intelligence artificielle, aujourd'hui, demain, peut générer des œuvres qui pourront s'intégrer dans des playlists de genre, de mood, comme on dit, chill, au coin du feu, etc.,
avec là encore un paramétrage qui peut être assez clair. Vous avez la chanson qui vient avant la musique, celle qui vient après. C'est souvent des œuvres qui sont assez peu identifiées en termes artistes. Ça peut être pour les plateformes la possibilité de baisser globalement le coût de royauté qu'ils ont à payer au détriment de nos droits et de celles des auteurs-compositeurs. Ça, c'est un des angles, aussi excitant que parfois inquiétant. Et puis, il y a le côté plus outil. Et là, je peux penser à deux types d'utilisation sur lesquels on a vraiment des attentes. Et par rapport à la musique à l'image en particulier, tu l'as dit, toute cette génération d'artistes aujourd'hui a grandi avec l'image. Ils ont tous envie d'écrire pour l'image. Qu'est-ce qui peut poser problème et ralentir un peu leur capacité à transitionner d'un monde de la musique enregistrée à celui de la musique à l'image? Ça peut être un peu inquiétant pour un producteur de film, par exemple, de confier à un artiste, même s'il aime beaucoup son univers, la réalisation d'un score de long-métrage, s'il ne l'a jamais fait, parce qu'il y a une technicité de l'écriture à l'image quand même très complexe. Alors, moi, j'ai fait une grande rencontre il y a des années, Nicolas t'en souviendra, avec un arrangeur orchestrateur qui s'appelait Maurice Coignard, qui est mort il y a très longtemps, qui a écrit un traité d'écriture de musique à l'image et d'arrangement qui fait toujours référence aujourd'hui. Bon, moi, je me rappelle qu'il travaillait avec un très grand compositeur de musique de film, et il disait, si on se connaît bien, en fait, le compositeur en question me faxe une portée avec une mélodie, et puis je fais tout le reste. Je sais à peu près comment il travaille, je connais ses goûts, je fais tout le reste. Bon. Si on avait la capacité à offrir à certains de nos artistes qui ont envie de transitionner vers la musique à l'image ce type d'outil qui pourrait jouer le rôle d'un Maurice Coignard, on pourrait étendre beaucoup leur capacité et générer beaucoup plus d'opportunités. Pareil, un autre problème, c'est le timing. On a des artistes qui sont souvent pris sur des périodes très longues, avec des emplois de temps très rigides. Moi, je me rappelle quand j'ai travaillé sur la BO du film Le sens de la fête, avec l'équipe, avec Eric Toledano et Nakash, et Avishai Cohen, une des grandes problématiques, c'était dès qu'il y avait un petit peu de retard qui était pris, moi je connaissais le planning d'Avishai qui était prêt sur 3 ans avec des concerts partout. Je me disais, s'ils ont un mois de retard pour livrer les images pour qu'Avishai travaille, il ne pourra pas faire cette musique originale. D'ailleurs, à la fin, il y a eu moins de ce qui était prévu. Ils ont fait appel à des types préexistants d'Avishai justement pour compenser ça. Donc s'ils ont des outils demain qui leur permettent, comme tu le disais en introduction, d'aller plus vite, parce que cette intelligence artificielle, ces outils vont leur permettre de décliner le thème plus facilement, de travailler à l'image plus facilement, ça va ouvrir un certain nombre d'opportunités pour nos auteurs et nos artistes. Et puis après, même dans le monde de la pop en général, c'est la notion de différenciation qui est très importante. La pop internationale, c'est un milieu extrêmement compétitif, avoir le nouveau son que les autres n'ont pas, avoir un angle. Si je peux fournir, et c'était le sens de la mise en relation qu'on a pu faire entre CSL et Jérémy pour le projet Book Therapy, si on peut avoir des outils qui vont permettre à Jérémy d'avoir un son que les autres n'ont pas, une approche différente, des éléments rythmiques qui vont faire la différence, c'est comme ça qu'on va aider aussi à émerger, encore une fois, dans ce monde où tu n'existes que si tu as quelque chose de différent des autres, surtout quand tu es français, et que tu veux jouer à l'international. Donc ça, c'est ce qu'on peut attendre de l'outil, et c'est une application très concrète qui commence à se faire avec ces outils. Je vais te donner la parole à ce sujet, peut-être pour témoigner, Mickaël, là-dessus. Alors bonjour, je m'appelle Mickaël. J'ai travaillé 13 ans en maison de disques. J'ai fait carrière d'artiste, faire la promotion, marketing et commercial. Et j'ai rejoint il y a quelques années, presque 2 ans maintenant, le laboratoire CSL. C'est un laboratoire que personne ne connaît trop, parce qu'on est plutôt discret. Même si on a fait parler de nous à un moment, et pas forcément encore bien. Mais on fait de la recherche musicale, vraiment de la pure recherche fondamentale musicale. Et notre sujet de prédilection, c'est l'intelligence artificielle. L'idée de nos recherches, c'est de se dire voilà, il y a une nouvelle technologie qui, a priori, peut avoir des impacts, comme toute technologie, des impacts positifs ou négatifs. C'est les gens qui utilisent ces technologies qui décident dans quelle direction ça va. Et que je représente aujourd'hui une quinzaine de chercheurs, des chercheurs, des docteurs, des chercheurs, des ingénieurs. Ils sont répartis en 2 équipes, la compréhension, la manipulation et la génération du traitement du signal audio. Notre équipe qui s'occupe de la compréhension, de la manipulation et de la génération de musique symbolique, donc des partitions. Je suis extrêmement satisfait d'être là aujourd'hui en fait, parce que je crois que Jean-Christophe Bourgeois, qui représente aujourd'hui le plus grand éditeur dans le monde de la musique, a trouvé pertinent de me faire venir. Or, pour prendre l'intelligence artificielle, notamment au niveau de la créativité, il y a bien 2 partenaires qui généralement sont pointés du doigt comme étant en danger par rapport à l'intelligence artificielle. C'est généralement les éditeurs parce qu'ils défendent la propriété intellectuelle liée aux auteurs et aux compositeurs et aux artistes. Et j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir discuter, donc moi je discuterai le plus
plus je laisserai Jérémy discuter, Jean-Christophe discuter, le plus ça m'arrangera, parce que finalement, c'est eux qui vont nous dire ce qu'on fait, parce qu'apparemment, la science artificielle, sur pas mal de sujets, en fait, ça peut être très cool. Comme a très bien dit Jean-Christophe Bourgeois, nous, aujourd'hui, on a essayé de comprendre un peu tout le processus de l'idéation d'une idée créative jusqu'au mix. Donc, on a essayé de voir où l'intelligence artificielle peut être utile. Et on fait ça aujourd'hui complètement en collaboration avec des artistes de chez Sony Music et Sony Music de Chine. On a une stratégie qui est un peu différente des autres laboratoires en intelligence artificielle. Certains, on peut se demander ce qu'ils font vraiment et pourquoi ils le font, comme dit Jean-Christophe. Mais nous, on dépend de Sony, donc le premier éditeur mondial de la musique. Il y a aussi une des 3 plus grandes majors. On va pas commencer en certains Sony à scier la branche sur laquelle on est assis. Donc nous, en fait, on a une stratégie qui est vraiment artiste-centrique, c'est-à-dire que nous, on fait de la recherche. On essaie de faire des algorithmes, on fait des prototypes. Une fois qu'on a des prototypes, on passe beaucoup de temps en studio avec des artistes qui galèrent avec nos prototypes, parce qu'on en est encore qu'au balbutiement d'intelligence artificielle. Donc tous à peu près au même niveau, au niveau des laboratoires. C'est cette intelligence artificielle qui est une technologie très compliquée à manipuler. Mais on passe du temps à regarder les artistes, à voir comment ils la manipulent, comment ça peut être amélioré, soit leur processus technique, laborieux, temporel, qui n'est pas forcément créatif. Des histoires de mythes, des histoires de mise à plat, des histoires de faire des variations mélodiques, comme disait Jean-Christophe. Ou alors, nous, ce qu'on adore faire, c'est un peu ce que faisait Baumou quand il a inventé son synthétiseur, c'est de se dire qu'on va permettre aux artistes, quand ils ont une page blanche, de créer des accidents créatifs, et que la plupart des morceaux légendaires sont souvent issus d'une erreur, d'un accident qui s'est passé, un ampli qui tombe du toit d'une voiture pendant une distorsion. Un ingénieur du son qui s'endort sur un outil qui s'appelle l'autotune pour faire l'autotune d'aujourd'hui. Si je dis pas de bêtises, parmi les exemples comme ça, tu as notamment le tube de Léandre de Mandel qui est une erreur technologique en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça, une séquence qui est lancée et en fait au final ça fait un tube mondial. Ouais, c'est ça. Et notamment on pense souvent au synthétiseur Moog, dans le sens où en fait ce sont des électroniciens et des ingénieurs qui ont fait ça. À l'époque les musiciens ne savaient pas ce que c'était qu'un fil passe haut, un fil passe bas. Donc en fait ils prenaient leur jack, ils le mettaient n'importe comment dans n'importe quel trou. Ça faisait un son que personne n'avait pensé qu'il existerait et que les scientifiques étaient absolument horrifiés de voir comment on manipulait leur machine parce que c'était complètement irrespectueux. Et que nous aujourd'hui, en fait, c'est ce qu'on attend des artistes, c'est qu'ils prennent nos machines et qu'ils s'en font n'importe quoi et qu'ils essaient de voir. Et d'y trouver un esprit créatif que nous on n'a pas vu parce que nous on va dans une direction. C'est super de voir des artistes, notamment comme Jérémy, avec qui on donne beaucoup en ce moment, nous aider à développer ces outils parce qu'encore une fois, on essaye de se dire que Sony étant une des plus grosses sociétés technologiques dans le monde et aussi une des sociétés représentant les plus grands artistes du monde, en fait, on a peut-être une opportunité à rassembler les deux et peut-être inventer la musique de demain ensemble. Voilà. Sachant qu'avant qu'on soit d'accord avec Jérémy, parce qu'effectivement le témoignage de l'artiste est essentiel, je vais faire un peu de teasing, mais on en discutait avant qu'on se parle là. C'est presque une grande première en fait qu'on arrive à mettre autour de la table un artiste, un éditeur et puis le laboratoire, on va dire, qui a des dispositions. La technologie, en tout cas, il n'y a pas eu une rencontre comme ça auparavant. Jérémy, peut-être qu'effectivement, tu peux nous raconter toi ton expérience avec l'IA et comment ça s'est déroulé, et puis ce qui serait pas mal aussi, c'est qu'on donne un exemple un peu concret aux gens qui sont là. Okay. Bonjour, alors donc je m'appelle Jérémy, j'adore faire n'importe quoi avec les outils qu'on me donne. et donc ouais, j'ai rencontré Michael il y a maintenant à peu près 6 mois. Et qui m'a transmis leurs outils. Quand on parle d'intelligence artificielle, ici en fait on parle vraiment de plein d'outils différents. On ne parle pas d'une grande machine sur laquelle on appuie sur un bouton et ça fait des choses. On parle de plein d'outils différents, à l'intérieur desquels on va mettre de la logique qui est déjà faite par des humains. Et l'intelligence artificielle va venir rebondir sur ce qu'on met dedans, pour venir proposer d'autres choses. Sachant que des fois ça va être pertinent, et très souvent ça ne va pas l'être du tout. Et là où ça devient vraiment intéressant, mais il y a énormément de progrès qui sont en train de se faire. Là où ça devient vraiment intéressant, c'est que finalement, enfin, je veux dire, en fait, on s'en fout des propositions pertinentes. Faire des propositions pertinentes et proposer 2 accords d'affilée, tout le monde peut le faire. N'importe quelle personne qui a 2 mois de musique dans les pattes est capable de le faire. Ce qui est intéressant, c'est justement toute cette approche que va avoir l'intelligence artificielle qui n'est pas du tout humaine, en fait. Et on a fait une chanson qui s'appelle Let It Go, où on participe à une sorte d'Eurovision internationale avec. Yes. Allez, la France. Et donc du coup dans laquelle vraiment j'ai essayé d'utiliser au max beaucoup des outils de CSL et du coup c'est autant que je peux vous montrer un peu ce qui est fait avec. Et juste pas le temps que juste dans notre démarche en fait, ça c'est important à expliquer, c'est que on parle souvent de la relation entre l'humain et la machine.
des années qu'on parle de la relation avec la machine. En fait, si on regarde les outils qu'on utilise aujourd'hui, les outils de hier, il n'y a pas de relation, il n'y a pas d'interaction entre l'humain et la machine. Il y a une relation de maître et esclave. C'est-à-dire que vous demandez à une machine de faire ce que vous voulez qu'elle fasse, elle le fait très bien. C'est pour ça qu'on n'est pas en compétition typiquement avec les outils qui sont actuellement disponibles. C'est pour ceux qui font de la musique, des Logic, des Cubase, des Ableton, parce que ce sont des gens qui font très très bien ce qu'ils font. Mais nous, en fait, et en plus, c'est assez rigolo, parce qu'on est en période Covid et les gens se sentaient tout seuls un peu dans leur studio. Ce qu'on essaye de faire, en fait, ce sont des outils qui ne feront pas ce que vous leur demandez de faire, mais qui apporteront en fait une expertise dans laquelle on arrive à mettre de l'expertise. Je m'explique. On peut très bien faire 2 années de conservatoire sans avoir jamais écouté de musique. Ce sont les algorithmes, les accords, les gammes, ce sont des algorithmes, des histoires de bandes de fréquences. Toutes ces choses-là, de l'ingénierie du son aussi, comment faire en sorte qu'une bande de fréquence ne va pas en manger une autre, comment mixer une basse avec une batterie. À un moment, il faut savoir utiliser un équaliseur à 50 bandes, et que ce sont des notions qui ne sont pas forcément créatives, qui sont juste techniques. C'est une recette. Pour que ça marche, il faut essayer la recette. Toutes ces choses-là, l'intelligence artificielle peut le faire, elle peut le faire vachement bien, et surtout changer un réglage à un autre, d'une rapidité qu'un humain ne peut pas avoir. Ce qui veut dire que nous, en tout cas dans notre philosophie, c'est de se dire, ces choses-là, souvent c'est laborieux, ça prend du temps. Changer la couleur d'un mix, ça prend énormément de temps. Donc prenons cette partie technique laborieuse qui n'est pas forcément créative, elle peut l'être, mais qui n'est pas forcément créative, et laissons l'artiste à la fin. En fait, on va essayer de faire le maximum de choses, de structure, de fondation, pour que les choses tiennent, pour que lui puisse se concentrer sur la créativité, et c'est l'interaction qu'il va avoir avec la machine et la façon dont il va l'utiliser, qui va lui permettre de se concentrer sur la créativité, puisque l'IA va essayer de s'occuper du reste, en fait. Alors, en gros, j'ai essayé de synthétiser un petit peu dans ce morceau ce qui avait été fait sans intelligence artificielle, ce qui a été fait avec. Là où c'est super bâtard, c'est que c'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire qu'il y a des choses où j'ai estimé que j'allais les mettre dans ce qui avait été fait sans intelligence artificielle, comme par exemple les voix et ces choses-là. Mais même dans ces éléments, par exemple, j'avais utilisé des outils qui font de la génération de texte. Donc il y avait quand même des parties qui étaient faites par intelligence artificielle. Je me suis dit, il faut simplifier le truc. Donc voici à quoi ça ressemble la partie humaine vers la moitié du morceau. Comme vous voyez, c'est quand même super épuré, il avait laissé énormément d'espace un petit peu partout. Et voici ce que j'ai obtenu après avoir passé les choses dans l'IA. Donc, qui sont des éléments qui sont venus se mettre par-dessus. Et donc, une fois que je mets les deux en même temps, on a sur quelque chose comme ça. Merci, je ne rends pas fait exprès. Et donc, en fait, là où je trouve ça vraiment très intéressant, c'est que je pense que vous avez pu vous en rendre compte, dans ce qui a été fait vraiment avec l'intelligence artificielle, il y a cette espèce de basse, ce synthétiseur qui tape un petit peu à côté tout le temps, mais qui fait que du coup, je reboucle avec ce que disait Jean-Christophe, on se retrouve avec une pulse, une espèce de groove qui n'existait pas vraiment avant, qui n'existera peut-être jamais encore après, et qui du coup se retrouve à appartenir vraiment à ce morceau. Je pense que tout l'intérêt de ce qu'on arrive à obtenir avec l'intelligence artificielle est vraiment là-dedans. C'est dans ces nouvelles couleurs, ces nouveaux outils que les artistes n'avaient pas avant, et qui vont possiblement dans le futur pouvoir être un peu dans les mains de tous les newcomers. Je pense que ça c'est cool. Je reviens à ça. Je voulais juste revenir vite fait sur le c'est des outils qui permettent de faire des compositions de mots en fait. Tu peux nous réexpliquer ça en fait, on en avait parlé la dernière fois sur la réunion préparatoire. Ah mais tu peux même me montrer. Attends. Démonstration. Donc, ouais, il y a un des outils de CSL qui s'appelle Poiesis, qui est donc un outil qui est une sorte d'assistant pour l'auteur. Là, vous voyez qu'il y a un texte qui, tout le texte en fait a déjà été fait en utilisant Poiesis. Mais je peux dire autant vous montrer directement. Si par exemple on prend, je ne saurais pas dire, il y a cette phrase, puis on se dit que cette phrase elle n'est pas forcément dingue dans le texte, on va bien la remplacer par des underscores.
ça. Attends, je me suis perdu. Vous voyez ou pas? Si on vient sélectionner ça par exemple, donc on a cette phrase, on a indiqué à la machine qu'on avait toutes les parties en underscore, on avait d'autres mots que ce que j'avais avant. Donc je les ai complètement dégagés et je lui laisse un champ libre en lui disant juste que j'aimerais bien terminer ma phrase par I. Parce que je trouve ça assez cool, ça allait bien phonétiquement dans la chanson, je trouvais ça bien. Le problème c'est que j'avais pas vraiment la phrase pour aller avant. Donc à partir de là, je vais lui dire de venir prendre des informations dans le texte, comme par exemple cette phrase qui parle du vin un petit peu, donc tu peux ramener à l'ivresse. Il peut y avoir des choses assez chouettes qui se propagent comme ça, et je vais laisser générer des choses. Et là, tout de suite, il va me proposer, tiens, ok. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que cette intelligence est un petit peu wild. Elle n'a pas peur de drogues dures et des choses comme ça. Et donc, en gros, je vais avoir une multitude de propositions, c'est vraiment à chaque fois en un clic, je me retrouve avec plein de propositions. Et il suffit que je vienne changer un des éléments, là par exemple en dessous, je vois qu'on parle à la première personne, on va dire I'm here. Si par exemple on ne veut pas, si on passe sur du oui, normalement les propositions vont bien s'adapter tout de suite. Au lieu de me faire des propositions qui vont venir parler de moi, c'est des propositions qui vont venir parler de nous. Ça c'est un outil que je trouve épatant parce que, alors déjà parce que je suis vraiment nul pour faire des textes. Et du coup le fait de pouvoir avoir un outil comme ça, je me retrouve constamment bloqué avec c'est bon j'ai mon paragraphe et il me manque la chute. Et je vais passer 2 jours sur la chute, et là où j'aurais passé 4 minutes sur le paragraphe. Un outil comme ça va permettre en fait de sortir systématiquement des blocages qu'on peut se faire. Une fois qu'on va avoir une idée en tête, je sais pas, je prends un exemple. Je vais dire qu'on veut aller, je veux descendre à la rivière pour me laver un peu la tête, parce qu'en ce moment c'est un peu compliqué. Et donc je vais dire, je descends à la rivière, en ce moment c'est un peu compliqué, moi je suis là en train de chercher comment je peux tourner ce truc qui dit je veux me laver la tête. L'intelligence artificielle elle va comprendre le texte et elle va me dire si tu es à la rivière, pourquoi tu n'as pas peut-être plutôt jeter un peu des cailloux sur l'eau, peut-être faire du pédalo, faire un peu de paddle, quelque chose comme ça. Elle va venir proposer des choses qui sont finalement tellement loin de là où moi j'étais en train d'aller que ça va venir me débloquer, m'amener d'autres idées là où moi je suis en train de m'enfermer. Il y a ça qui est assez dingo, je sais qu'il y en a un autre qui pourrait être un peu montrable, mais le problème c'est qu'on ne peut pas mettre le son dedans. Alors ça c'est un des outils dont je me suis servi pour les générations de batterie, ça s'appelle Drumnet, où chacun des éléments, on se balade sur un point XY comme ça. Donc plus on est au centre, et plus on a des propositions pertinentes. Mais en gros, vous voyez là, c'est cette ligne des caisses claires. Il va venir nous proposer des placements de caisses claires directement en fonction de l'audio qu'on met dedans. Je lui avais mis un audio dedans, sans batterie. Et à partir de là, il est venu me proposer des caisses claires. Il suffit que je vienne me déplacer d'endroit. Donc il peut me proposer des choses complètement différentes, tout se génère instantanément. Donc c'est pour l'instant, il y a des fois c'est pertinent, des fois moins. Mais ça, c'est typiquement le genre d'outil qui va pouvoir vraiment beaucoup aider les producteurs de demain à venir construire des choses cohérentes. Est-ce que je peux rajouter quelque chose? En fait, nous, dans notre philosophie, on peut parler des 2 outils. Dans notre philosophie, c'est de se dire que souvent les artistes se sentent seuls. Souvent, par exemple, ils sont nuls en batterie. Donc en fait, on va leur proposer des outils qui puissent leur proposer des patterns rythmiques. Et que l'idée, par exemple, sur cet outil-là, c'est de se dire on va apprendre à cette machine ce que c'est de faire de la batterie. Dans cet outil, il n'y a pas qu'une seule boucle de batterie existante. Pourquoi? Parce que finalement, on est complètement anti, en tout cas chez CSL, le fait de, parce qu'on parle beaucoup avec des artistes et des producteurs, sur le fait qu'aujourd'hui, qu'un artiste va généralement sur Splice, ou va piquer un sample sur YouTube, va le réutiliser. Ce sample, il existait déjà avant. Et il y a la même chose sur les presets, sur les plugins que les artistes utilisent aujourd'hui qui n'ont pas de l'ingénierie du son ou qui ont appris à faire de la production musicale sur YouTube via les tutoriels. Et généralement, en fait, on se rend compte en discutant avec eux qu'ils utilisent souvent les mêmes presets. C'est pour ça que parfois on pourrait se dire que la musique, en tout cas aujourd'hui, a souvent le même son. Enfin, on sent que le son est souvent le même, en fait, qu'il y a un traitement du signal audio qui est souvent le même. Donc en fait, nos outils typiquement là-dessus, finalement, pourquoi est-ce que l'intelligence artificielle devient, on va dire, révolutionnaire? C'est-à-dire qu'elle ne fonctionnerait pas sans déjà l'apport artistique et créatif de Jérémy qui arrive avec une ligne de guitare, une mélodie, quelque chose. On l'upload dans la machine et la machine elle va essayer de répondre à la question. Ok, tu me demandes une batterie, j'ai suffisamment d'expérience pour te proposer des placements pertinents de batterie. Donc des placements pertinents en termes de savoir-faire expertisé. C'est-à-dire qu'en fait il a compris que généralement le kick il va se mettre sur le 1, le snare sur le 2 ou inversement. Et qu'en fait il est capable de faire une multitude de propositions qui vont tellement vite, où aujourd'hui avec la souris pour faire ça il faudrait des heures, et qu'en fait là aujourd'hui, Jérémy avec cet outil-là devient chef d'orchestre
Donc, ok, je vais voir plein de solutions parce que je ne sais pas où je veux aller, et au bout d'un moment, il va peut-être y avoir juste des notes qui vont lui faire émerger une idée. Ok, ces deux notes vont me permettre de continuer le morceau. Il va prendre juste ces deux notes, ou tout prendre, peu importe. Et sur l'outil d'avant, c'était pareil, c'est encore suite à nos collaborations avec les artistes, c'est que souvent les artistes nous disaient, voilà, je souhaite écrire des paroles, mais il y a vraiment, ok, il y a la poésie dans les paroles, mais souvent parfois les artistes comme Jérémy qui sont nuls pour écrire des paroles ont besoin d'assistants. Arrêtez là. C'est l'éditeur qui parle. C'est exceptionnel. Non, mais par contre, il y avait un constat où il y a un moment, ok, dans les paroles, il y a beaucoup d'histoires de poésie, mais il y a aussi des histoires de placement rythmique, de syllabes. Et que souvent, on se retrouve avec des artistes qui nous disent, voilà, j'ai mon texte, j'ai ma phrase, là, je veux que ça se termine par ce mot-là, mais je sais pas quoi mettre, j'ai la page blanche. Et qu'en fait, l'idée par rapport à aujourd'hui, parce qu'on a beaucoup analysé comment les auteurs faisaient leurs paroles, c'est qu'ils prenaient des dictionnaires de synonymes, ils essayaient d'aller chercher des synonymes. Et que nous, en fait, on a essayé de prendre le problème à l'envers, c'est-à-dire qu'on va essayer de voir leur créativité en se disant, ils ont un syndrome de la page blanche où ils veulent juste que ça rentre bien. Et qu'en fait, nous, on s'est dit qu'en fait, on va essayer de contextualiser ce que c'est que les paroles. Donc en fait, une intelligence artificielle, on lui a fait apprendre à parler et à comprendre l'anglais. Donc on lui a fait lire tout Wikipédia pour qu'elle apprenne à parler anglais. Donc elle sait ce que c'est que de faire des phrases, elle a compris ce que c'était que de faire des phrases, elle a compris les thématiques. Et qu'au bout d'un moment, on a commencé à faire des tests là-dessus en se disant, est-ce qu'en sélectionnant des phrases, je peux comprendre le contexte? Mais l'idée, c'est pas d'arriver vers des synonymes, l'idée, c'est d'ouvrir la créativité en disant, je vais faire des propositions qui contextuellement sont cohérentes, mais qui n'ont potentiellement aucun sens avec ce que tu avais toi dans la tête au départ. C'est-à-dire ouvrir des portes qu'on ne pensait pas pouvoir ouvrir. En tout cas, nous, c'est notre philosophie, c'est un peu pour expliquer un peu les deux outils. Et pourquoi ces deux outils? Parce que vous voyez souvent des générateurs de paroles, il y a eu Indochine et pas mal de gens, ils ont inspiré toutes les paroles de Indochine, ils appuient sur un bouton et génèrent des nouvelles paroles d'Indochine. Donc tout ça nul n'est pas intéressant parce que finalement, on appuie sur un bouton, ça génère des paroles, il n'y a pas eu d'intention derrière. Alors que là, même si on utilise cet outil-là, à la fin, il y aura passé des heures à essayer de trouver des nouveaux mots. À la fin, les paroles seront de lui parce qu'il aura tout décidé. Il y aura les parties qu'il aura décidé lui-même d'écrire. Et les paroles, il se sera battu avec la machine et dire à un moment à la machine, ok, c'est ça que je veux ou c'est ça que je veux pas. Et à la fin, ce qui est sûr, c'est que Jérémy sera intégralement l'auteur, enfin selon nous, hein, que Jérémy sera intégralement l'auteur de ces paroles et qu'il n'y a aucun doute là-dessus et c'est pas une IA qui a écrit à sa place en fait. J'interviens là-dessus pour parler d'un exemple qu'on a eu récemment avec Mickaël qui m'a appelé justement il y a un mois et demi pour m'apprendre que la campagne dont je venais de produire la musique pour le lancement d'un nouveau parfum pour Azzaro, qui est une grosse campagne au monde, utilisait son IA. Donc quand il m'a appelé, je me suis à moitié décomposé parce que je croyais qu'il allait me demander des choses et la musique était déjà que je n'avais plus, que j'avais déjà dépensé. Et donc en fait j'ai juste su à cette occasion qu'ils utilisaient justement, enfin les compositeurs auxquels on avait fait appel utilisaient la technologie qu'on a vue avant sur la génération de drums et j'en avais aucune idée. Et donc voilà, l'idée c'était juste de dire aussi à cette occasion que cette vision un peu futuriste est déjà complètement à l'œuvre aujourd'hui, puisque là cette campagne en tout cas aujourd'hui elle est à l'antenne avec des patterns de batterie qui sont composés par Co-composé. par cette IA. C'est vrai que même des outils, je pense que tu as utilisé comme l'outil Kik, donc c'est vrai qu'on parle même de son, le Kik, le pied de grosse caisse, qui est un élément essentiel dans la musique pop depuis 30 ou 40 ans. Vous pensez qu'à l'époque du disco français, quand Céron dominait le monde, les gens venaient du monde entier pour enregistrer au studio du Palais pour avoir le même son de Kik pour Céron, que depuis tout le monde passe des heures, des nuits à essayer de comprendre comment était fait le Kik de tel ou tel artiste du moment. Ça depuis l'Eurodance jusqu'à aujourd'hui avec les 800 hits américaines. Donc là, vous avez un logiciel dans lequel il y a 300 000 Kik qui ont été incorporés et qui permet de faire des propositions avec pareil un champ un peu comme le snare qu'a montré Jérémy. Et ça aussi, c'est vraiment un facteur d'avantage qu'on va retrouver de plus en plus parce que c'est pas anecdotique, c'est vraiment essentiel à la musique pop d'aujourd'hui. C'est vrai que ces outils, pour nous, ils sont extrêmement prometteurs et puis après, ils vont peut-être être ouverts au monde, mais nous, on essaie justement de faire en sorte que nos auteurs aient accès avant, différemment, de manière privilégiée à ces nouveaux outils. Très bien. Je voulais aussi également donner la parole à Alkis, ici présent. On a évoqué brièvement tout à l'heure le gaming et le rapport entre la musique et l'image. Et déjà, je suis évidemment, c'était chouette les échanges qu'on a eu ensemble, mais surtout, en fait, je me suis rendu compte en discutant avec Alkis que le gaming a joué un rôle très précurseur justement dans l'utilisation de l'IA
et dans le rapport entre la musique et l'image. Donc j'aimerais que tu nous expliques un peu tout ça, et puis après que tu parles de ton expérience sur... Ok, bonjour tout le monde, Alkis, donc Head of Music chez Ubisoft. Merci pour ces explications, c'était vraiment fantastique et c'est vraiment cool la démarche justement parce que je vais vous expliquer l'IA, on l'utilise depuis longtemps dans le jeu vidéo mais de manière différente et c'est vrai que les changements qu'il y a eu dans ces technologies avec l'arrivée du deep learning, etc. pouvaient faire un peu peur et j'aime beaucoup la démarche de Sony CSL et les discussions qu'on a eues déjà depuis quelques années, Michael, quand on s'était rencontrés, où l'IA est au service de l'artiste avant tout. C'est un outil comme un autre et qui génère, vous avez insisté dessus, je trouve ça super, des accidents créatifs qui sont vraiment hyper utiles dans la création et singulièrement aussi dans le jeu vidéo. Pourquoi aussi dans le jeu vidéo? Je vais revenir à la transition super que tu avais fait, Christophe. Pourquoi particulièrement dans le jeu vidéo aussi? Parce que tout simplement, nos expériences dans le jeu vidéo sont de plus en plus longues. On doit musicaliser des jeux qui font 10 heures, 20 heures, 40, 100 heures, 200 heures de jeu. Et la particularité du jeu vidéo, et vous le savez, c'est qu'on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas ce qu'on doit musicaliser, puisque c'est le joueur qui va décider de ce qui se passe dans le jeu. Donc la musique, par essence, dans le jeu vidéo, elle a toujours été, elle est partie de l'interactivité. Et c'est pour ça, et là je reviens un petit peu en arrière, comment je pourrais vous dire ça? Je vais revenir loin en arrière, c'est-à-dire quand j'ai commencé dans le jeu vidéo, il y a 22 ans, au siècle dernier, on travaillait à l'époque sur, on était à la transition, les consoles étaient à la transition entre les premières générations de consoles où la musique, le son en général, mais la musique était synthétisée par la machine. Et les chipsets sur les consoles Nintendo, il y avait 4 voix, et puis c'était la synthèse, plein de types de synthèses différents. Et puis ça donnait cette couleur particulière à 8-bit qui a donné même le courant chiptune, etc. derrière. Et c'était fantastique parce que c'était les contraintes qui décidaient en fait du résultat créatif et ça donnait des choses fantastiques qui sont rentrées dans la culture populaire. Et moi je suis arrivé dans le jeu vidéo à cette époque-là et on faisait la transition vers, on peut en rigoler, ce qu'on appelait la qualité CD parce que c'était en fait le streaming de l'audio HD. Au-delà du 44, on est monté un petit peu plus haut très vite après, mais multicanal, multi-layer, etc. Et donc, il s'est agi à ce moment-là de préserver l'interactivité tout en profitant de cette qualité audio. Donc, on a mis au point des systèmes de musique interactive et qui étaient pilotés en fait par de l'IA. L'IA dans le jeu vidéo, c'est toute la couche. Comment je peux expliquer ça? C'est la couche de code qui gère l'intelligence du jeu, les règles du jeu, la réaction du jeu aux inputs du joueur, etc., etc. Et donc on avait une surcouche l'IA musicale qui gérait les interactivités musicales et j'ai eu le plaisir au début de ma carrière de travailler beaucoup là-dessus en faisant de la musique qui était... les paramètres musicaux essentiels étaient fixés par le compositeur, par le music supervisor, par moi-même et ensuite on faisait du code, du script pour que les segments de mélodie qu'avait composé le compositeur, les kits d'orchestration, les banques de samples, étaient pilotés en MIDI souvent à l'époque. Tout ça, ça s'articulait en fonction des variables du jeu qui peuvent être n'importe lesquelles. La vitesse, je me rappelle d'un prototype qu'on avait fait sur Rayman où tout était musical. On appelait ça le cartooning à la façon des cartoons. Vous voyez, c'est l'orchestre qui sonorise tout, qui met tout en musique, pardon. Et donc Rayman marchait, et c'était un stick analogique, donc il pouvait, c'est pas on-off, il pouvait avoir toutes les vitesses entre 0 et 1 en gros, et tous les pas c'était des kits de harpe dans une gamme prédéterminée, et en fait il y avait des accidents aussi créatifs et du random de partout, et c'était l'IA qui gérait ça, et puis quand il combattait des ennemis, il envoyait des riffs de cuivre, les ennemis répondaient avec des riffs de marimba, je me souviens plus, tout. Voilà, le boulot, encore une fois, ça revient aussi sur ce que vous disiez, le boulot de création de la musique, c'était toujours le compositeur qui avait tout créé, mais l'IA et la façon dont on la programmait faisait s'articuler tout ça. Où j'en suis? C'est feuille blanche, le logiciel peut-être. Pardon? La feuille blanche, le logiciel. Ah oui, non mais en fait ce qui est compliqué c'est que l'IA il y en a partout dans le jeu vidéo, alors c'est vrai qu'ensuite il y a eu ces révolutions du deep learning, du machine learning, des réseaux neuronaux, et on les utilise depuis longtemps dans le jeu vidéo puisqu'on est assez précurseur dans ce qui est big data et l'utilisation de celle-ci, même à des endroits différents. Je réfléchis
réfléchi à vote, mais même dans un Just Dance, pour recommander la chanson suivante quand on a vu une chanson avant, évidemment, et comme sur d'autres plateformes, il y a des algorithmes de machine learning qui analysent le comportement des joueurs pour pousser des choix qui sont différents derrière. Donc après, je pourrais parler de plein de choses, mais c'est comme tu le souhaites, Christophe. Non, en fait, on avait évoqué plusieurs choses. On parlait du fait qu'il y avait de plus en plus de licences, qu'il y avait de plus en plus de licences dans les jeux, que ce soit radio in-game, jeux musicaux, les séquences de gameplay. En fait, s'il y avait un truc moi qui m'intéresse aussi, c'était ce qu'on appelle aujourd'hui les events live dans les jeux vidéo de certains artistes. Alors ça, c'est quand même c'est une vraie révolution. Si tu as quelques exemples en tête qu'on peut partager là, ça serait sympa. C'est vrai, alors on va s'éloigner un petit peu de l'IA en revanche, donc la transition est un peu dure, mais c'est sûr que le jeu vidéo, il faut le voir maintenant plus uniquement comme une expérience narrative qu'on vit tout seul chez soi pendant 2 heures le vendredi soir. C'est vraiment des plateformes en fait pour les artistes aussi, pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir inclure leur image, leurs avatars. En fait, on a vous connaissez bien sûr les concerts in-game de Travis Scott, d'autres, Marshmello, que des artistes il y a énormément de synergies qui sont en train de se faire entre l'industrie de la musique et l'industrie du gaming. Il y a beaucoup aussi de start-up sur le segment. En fait, on a toutes les technologies à disposition, tout existe, et ce qui reste maintenant à inventer, c'est l'industrialisation de tout ça, comment on monétise les concerts virtuels avec les NFT et autres sujets tech très avancés sur lesquels on bosse beaucoup, et comment on peut rendre ces nouvelles possibilités réellement pertinentes d'un point de vue commercial aussi. Et on travaille, on a plein d'initiatives en cours, je sais qu'il y en a aussi chez Sony, c'est très belle, et on est vraiment actifs dans le jeu vidéo pour essayer de fabriquer ces ponts-là. En fait, je voulais juste revenir faire une petite parenthèse quand tu commençais à raconter tes expériences passées. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, mais nous, par exemple, le principe de la création musicale, c'est une série de pistes et de couches. Mais c'est vrai que quand tu le racontes là, je vous laisse imaginer le nombre de possibilités, le nombre d'hypothèses possibles qu'il y a à essayer d'imaginer. Donc, soit la machine aide et a toujours aidé par rapport à tout ça, mais c'est vrai que c'est un espèce j'imagine le casse-tête à un moment d'un point de vue création en fait par rapport à tout ça. Oui, je vais utiliser un exemple peut-être un poil moins sexy parce que mais qui est super intelligent, super important. Sur le sujet de la musique à l'image, c'est tout simplement, Ubisoft c'est une boîte de 20 000 personnes, on fait des jeux, on en fait des dizaines en même temps, on sort des jeux mobiles, des jeux consoles, on travaille sur du long métrage, sur de la série animée, sur plein d'expériences, de la VR évidemment, plein d'expériences très variées, il y en a énormément en même temps. Autour de ça, toutes ces expériences, on doit les promouvoir, on doit en parler, être très vocaux sur les réseaux sociaux et créer plein d'assets sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur YouTube évidemment, sur TikTok, et tout ça, partout, sur tous ces assets, on a besoin de musique. Donc, évidemment, on fait énormément de musique originale, on fait énormément de synchro, mais on a aussi besoin, pour la quantité, d'utiliser les ressources des librairies. On fait des deals de plus en plus avancés avec les librairies musicales, et on se retrouve avec, d'un côté, énormément d'assets à musicaliser, de l'autre côté, énormément de musique à notre disposition, et faire le match entre les deux, ça prend du temps. Donc nos music supervisors sont intéressés par des nouveaux outils qui sont en train de venir sur le marché. Il y a des startups, il y a des acteurs dans l'industrie qui proposent des solutions super innovantes. Je pense à Newsmind par exemple, je pense à MatchTune et bien d'autres, qui proposent en fait de synchroniser assez facilement une musique, on rentre quelques paramètres ou pas, ça dépend même, mais on a un asset vidéo et la musique, en fait, on appuie sur un bouton. Et on a une proposition qui se fait initialement immédiatement en allant chercher dans un catalogue. Et ça rejoint ce que vous disiez qui était super intéressant, qui je crois est essentiel, c'est le concept de l'accident créatif. C'est-à-dire que le music supervisor aurait pu de lui-même aller chercher la bonne chanson, ça lui aurait pris vraiment beaucoup de temps, mais il aurait pu faire forcément un truc super. Mais l'accident créatif, le petit truc auquel il n'aurait pas pensé que va lui proposer la machine, c'est quelque chose qui me paraît super intéressant, et ça correspond à ce que tu fais toi, Jérémy, avec beaucoup d'humour et de plaisir, j'ai l'impression. Et pour aller un peu plus loin par rapport à ces questions, parce que c'est des questions aujourd'hui qu'on a en laboratoire, on essaie d'apporter des solutions, même si
même si nous sommes un laboratoire de recherche fondamentale, on essaye maintenant d'être intéressant pour les entités business entertainment de Sony. C'est qu'aujourd'hui, il y a pas mal de discussions, que ce soit avec Sony Music ou avec Sony Music Publishing, sur quand j'ai commencé en maison de disque, l'image, c'était un clip, c'était 3 photos presse, puis sont arrivés les réseaux sociaux, puis sont arrivés les différents formats de réseaux sociaux, et qu'aujourd'hui, en vrai, quand on est chef de projet ou responsable de l'image pour une sortie d'album, le nombre d'assets vidéo de différentes durées, de différents formats, de différents rythmes, parfois au bout de 3 secondes, si c'est pas suffisamment intéressant, on va swiper. Aujourd'hui, on commence à avoir des réflexions sur comment partir d'une idée créative, un morceau, une signature musicale qui a été faite pour une marque, par exemple, on va prendre une pub, donc une pub télé de quelques secondes, quelques minutes. Comment est-ce qu'on va réussir, nous, d'un point de vue technique, à pouvoir éventuellement proposer des outils qui vont permettre d'éditer très rapidement et démultiplier très rapidement tous ces contenus, tout en essayant de se focuser sur la partie créative de l'intérêt de cette signature musicale, pour que les gens ne soient pas, pour que les gens, et qu'en fait, souvent, et je parlais tout à l'heure, c'est possible de mettre de l'expertise dans l'IA, parce qu'il est très très forte pour les expertises techniques, pouvoir monter, tu parlais de contraintes technologiques, expliquer à une IA qu'on a un super morceau, qu'il faut qu'on arrive à faire une variation de ce morceau en fonction d'un tempo, en fonction d'un rythme, en fonction d'image, ce qu'on appelle nous des onsets dans la recherche. C'est des choses qui sont complètement faisables et qui peuvent finalement aider pas mal l'image sous tous ces formats existants aujourd'hui. Juste avant que je donne après la parole à Clément, parce qu'il a un témoignage éclairé justement par rapport à tout ça, c'est vrai que moi, en fait, tous les témoignages qu'on partage là, on se rend tous compte qu'aujourd'hui, effectivement, on aura de plus en plus de besoins, on va dire, de synchronisation, de besoins musicaux. Il y a une multiplication, effectivement, comme tu le disais, des assets. Et donc, on est obligé, effectivement, d'avoir des outils à disposition qui nous permettent de régler ce genre de problématiques. Donc, on n'est pas en train de passer de est-ce que c'est le créatif qui va devenir, qui va s'industrialiser. C'est plutôt, on va dire, le créatif qui va avoir besoin d'avoir des outils qui vont l'aider pratiquement dans la vie de tous les jours. Et je crois que c'est ça qu'il faut, c'est important qu'on garde tous en tête. Clément, je voulais effectivement te donner la parole également parce qu'on parle des outils et toi, tu as la chance d'avoir une certaine expérience là-dessus parce que tu as développé des outils spécifiquement pour la musique à l'image. Donc je veux bien que tu nous racontes un petit peu tout ça. Avec plaisir. Je m'appelle Clément, donc j'ai monté une société de supervision musicale qui s'appelle Criminal. Mon métier ces 20 dernières années, ça a été de produire ou de trouver la musique des films, des publicités qu'on a confiées à ma société. Je le dis au passé parce que je suis en train de me retirer de cette activité petit à petit, justement pour me concentrer sur un outil qui s'inspire d'un outil qu'on avait développé au sein de Criminal depuis 10 ans. Parce qu'en réalité, le métier de superviseur musical, c'est 2 métiers en un. C'est d'une part le métier de produire de la musique pour les films qu'on nous confie. Donc ça, c'est un métier jusqu'à présent éminemment artisanal. On l'a vu un peu plus tôt, peut-être qu'il le sera un petit peu moins qu'il ne l'a été avec l'intelligence artificielle. Donc c'est la première imbrication qui commence à y avoir avec l'intelligence artificielle. On a vu qu'il y avait la possibilité aujourd'hui de générer de la musique automatiquement. C'est pas la formule qui tous autour de la table, enfin il n'y a pas de table, mais tous autour du tapis, c'est pas la formule qui nous inspire le plus, mais pourtant elle est bien présente aussi. Il y a une société qui a été acquise il n'y a pas très longtemps par TikTok pour générer de la musique au kilomètre complètement par l'intelligence artificielle. Donc c'est vraiment là, et c'est vraiment là. Après on l'a vu, et c'est peut-être ça qui nous rassemble le plus autour du tapis, il y a l'idée de pouvoir avoir des outils qui nous aident en tant que compositeur à créer de la musique. Ça, c'est des choses que moi j'ai pu voir déjà en tant que superviseur sous cette casquette de producteur de musique originale. Et après, le superviseur, il a un autre métier dont on a un peu moins parlé pour le moment, qui est le fait de chercher des musiques préexistantes. C'est un métier que Christophe connaît très bien aussi. Donc ça, on appelle ça dans notre jargon la synchronisation de musique. Et là, sur cet aspect-là, il y a aussi des choses qui se passent du côté de l'intelligence artificielle. Nous, au sein de la société Criminal, on a développé donc un outil depuis 10 ans qui nous permet d'être meilleurs dans ce métier-là. Quand je dis d'être meilleur, c'est de dépasser nos capacités cognitives qui sont toujours trop faibles. En gros, on en avait marre un peu de s'arracher les cheveux à essayer de se rappeler quel était ce morceau chanté par des enfants avec un petit riff, là, comme ci, comme ça. Enfin, le truc qui ressemble un peu à la pub de la FNAC il y a
il y a 20 ans, qui sont en guitare, mais bon, bref. Et en gros, le métier de superviseur, c'est quand même très souvent d'essayer justement de se rappeler de cette musique qui nous semblerait particulièrement pertinente pour cette séquence qu'on est en train de nous confier, etc. Et donc, nous, au lieu de s'arracher les cheveux, déjà j'en ai perdu pas mal, on a développé un outil qui est en quelque sorte notre mémoire collective de tous les gens qui ont travaillé au sein de ma société. Donc en fait, à chaque fois qu'on écoute une musique, on la décrit très finement. Et ça fait 10 ans qu'on le fait. Et on la décrit avec beaucoup de critères, donc des critères stylistiques, des critères émotionnels. Et on a introduit une notion qui était un peu nouvelle, d'intensité des critères. En fait, quand on a commencé à s'intéresser à ce sujet de la description de musique, on s'est rendu compte que ceux qui étaient le plus en avance sur ce sujet-là, c'était les librairies musicales qui bossaient là-dessus depuis des décennies. Mais quand on regardait de plus près encore... Pour des raisons spécifiques, c'est que souvent les librairies musicales, elles sont... elles étaient par le passé majoritairement utilisées sur des gens qui, pour les émissions de télé ou des choses comme ça, et les montages se faisaient tellement à la vitesse de l'éclair en moins d'une nuit qu'il fallait qu'ils aient des outils à disposition qui permettent d'aller très très vite dans la recherche. Exactement, et très souvent, pour justement, comme le but d'une librairie, c'est d'être très précis dans la façon de décrire, ils étaient souvent, ils en sont souvent arrivés à avoir un langage très fleuri, presque trop fleuri. Il y a une espèce de sémantique un peu folle qui va faire qu'une librairie va être capable de décrire des titres comme étant maussade, triste, funeste, nuageux. Et moi, quand j'ai regardé ça, je me suis dit, bon, ouais, c'est vrai que c'est différent, mais en même temps, si on prend toute le panel là et qu'on essaye de décrire un titre, je suis sûr qu'il y en a un qui va le décrire comme étant triste, l'autre comme étant maussade, etc. Pour peu que déjà on les trouve tous tristes. Donc nous, en fait, on a pris le parti, quand on a vu ça, de changer un peu l'approche et d'introduire en fait une notion de graduation des critères. En fait, on a typiquement pour le critère triste, on a gardé que triste et on va lui donner une note entre 0 et 1 ou entre 0 et 10. Et l'idée, c'était vraiment de gagner en fait en objectivité dans cette description qui est déjà très subjective, en efficacité dans la rapidité de description des assets, puisqu'en fait, quand tu n'as plus qu'un descripteur plutôt que 5, ben, je t'arrache un petit peu moins les cheveux à essayer de trouver j'arrête de m'arracher les cheveux, à essayer de trouver le bon critère pour décrire la musique. En revanche, tu vas pouvoir la décrire comme étant un petit peu triste, moyennement triste, très très triste, etc. Et on a fait la même chose avec absolument tout, quoi, toutes les émotions, tous les styles. On voit aussi très souvent que la musique est de plus en plus hybride. C'est rare qu'on entende un morceau qui soit du pur rock, avec du rock, avec un peu d'électro, etc. Et souvent, pareil, les gens qui cherchaient à décrire la musique finissaient par inventer des nouveaux styles, mais qui sont complètement alambiqués. Et donc là, pareil, on va mettre des proportions de choses, etc. Et tout ce travail qu'on a fait au départ, juste pour être moins mauvais ou meilleur dans notre métier de superviseur musical, on s'est rendu compte il y a 4-5 ans,